Bienvenue dans votre magazine Le Point, dans sa série d'émissions rétrospectives 2020 et aussi prospectives 2021. Pourquoi pas? Nous avons déjà reçu la semaine passée Jules Bakatouchipa du collectif des associations et regroupements pour la paix, CAP. Nous continuons avec lui la deuxième et dernière partie, donc le deuxième épisode. Il s'agissait pour nous et pour vous de revenir sur ce qu'a été l'essentiel de l'actualité politique en République démocratique du Congo et d'essayer de comprendre, de se projeter par rapport à ce que nous avons eu à vivre. Et je l'avais déjà dit la semaine dernière, ma liste n'est pas exhaustive, elle est indicative, donc on peut la compléter comme chacun le voudra. Nous en étions donc la semaine passée à la déchéance de Jean-Marc Kabound, ce qui avait mis un peu les feux aux poudres dans la sphère politique congolaise. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que la suspicion s'est cristallisée parce que Kabound, il s'est radicalisé. Et on va essayer de comprendre la suite avec mon invité de la dernière fois, Bakatouchipa, qui est donc coordonnateur de CAP. Alors, dites-nous, aujourd'hui, donc on va aborder la partie nomination de hauts magistrats et des autorités militaires. Jules Bakatouchipa, le chef de l'État, en fait, avait signé une ordonnance contresignée par les ministres de l'Intérieur, les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, je vais dire, et c'est là en l'absence du Premier ministre qui était en déplacement professionnel au Katanga. Une fois de plus, on s'est retrouvé en pleine crise qui est allée pratiquement jusqu'à la fin de l'année parce que la suspicion avait monté d'un cran. Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la confiance que vous me faites et m'accorder encore cette occasion de pouvoir m'exprimer devant votre micro. Je vous rappelle que je suis le coordonnateur national de CARP. Bien. Alors, il y a les coordonnateurs provinciaux ou provinciaux, mais national, c'est moi. Alors, concernant votre préoccupation, par rapport aux ordonnances que je considère être une goutte qui a vraiment débordé les vases, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que c'était au président de prendre l'ordonnance ou pas? Est-ce que l'acte, c'est l'acte du président ou du Premier ministre? Et l'intitulé de l'ordonnance stipule ceci: vu la nécessité et l'urgence. Qui juge de la nécessité et de l'urgence? C'est le président de la République. Le président de la République. Vous savez, quand je ne suis pas d'accord avec vous, je suis capable de discuter concernant même la couleur blanche, je l'appelle noire, parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous défendez la couleur blanche. Moi, je dis non, ce n'est pas blanc parce que ça vient de vous. Oui, mais sauf que les autres, ils ont fait valoir le fait qu'on était dans une coalition au pouvoir qui gérait la République. Et donc, le Premier ministre n'était pas un simple Premier ministre, mais il était aussi le poste avancé de cette coalition. Et donc, il a été pris au dépourvu. J'en arrive. Vous savez, en 2006, le parti de Joseph Kabila n'avait pas gagné à lui seul les élections au niveau de la députation nationale. Ils ont eu à faire une coalition avec d'autres partis, Idemo, Palou et que sais-je encore. Ils ont fait la coalition qu'ils ont appelée majorité présidentielle. En 2011, mêmement. Mais pourquoi en 2018, ça devient une majorité parlementaire? Le départ était déjà mauvais. En fait, et le Premier ministre
et la majorité devaient soutenir l'action du président de la République. Parce que c'est lui qui vient avec la vision. Imaginez-vous que le programme de gouvernance, c'était un programme commun, que le Premier ministre a défendu au Parlement. C'est un programme qu'ils ont tracé ensemble. Mais alors, d'où vient la vision du chef de l'État seul? Non, mais le président amène sa pensée, sa vision dans la coalition, et la coalition qui voit dans quelle mesure elle peut accompagner la vision du chef de l'État. Parce que c'est lui qui doit rendre compte au peuple. Ce n'est pas la coalition. Et je crois que les membres de la coalition devaient avoir cet entendement dès le départ. Que nous travaillons ensemble, mais celui qui va rendre compte de l'action, c'est le chef de l'État. Alors, s'il rend bien les comptes, nous nous retrouvons et le peuple nous fera encore davantage confiance. Donc, au départ, le fait d'avoir appelé cette majorité parlementaire, alors que nous ne sommes pas dans un système parlementaire, nous sommes dans un système semi-parlementaire, c'était un mauvais départ. Donc, notre constitution reconnaît en République démocratique du Congo un système semi-présidentiel, semi-parlementaire. Donc, au niveau du Parlement, on ne peut pas parler de la majorité parlementaire. Cette majorité-là constitue une majorité présidentielle. Parce que oui, c'est déjà... mais au-delà, il s'est posé aussi un problème de représentativité. Au-delà de la signature ou du contre-sang. Je vais en arriver. Donc, je suis encore en train d'expliquer au départ. Allez-y. C'est-à-dire, déjà au niveau de la coalition, c'est FCC cache la dénomination de la coalition. À l'époque, on appelait ça majorité présidentielle ou AMP, je ne sais pas comment c'était en 2006, j'ai bonne mémoire. Majorité présidentielle, c'était MP, oui. Majorité présidentielle. Ouais. Ça, c'était la dénomination de la majorité au sein du Parlement. Cette fois-ci, c'est FCC cache. C'est la dénomination. Si on dit FCC cache, c'est ce qu'on appelle majorité au Parlement. Donc, même si FCC avait beaucoup de députés que le cache, dans la majorité, ils étaient tous confondus. Ils sont devenus un. Vous comprenez? Ils ne sont plus deux ou comment? C'est la coalition, ils sont ensemble. Rappelez-vous, quand on a donné la primature au Palou à l'époque, est-ce que Palou avait beaucoup de députés au Parlement en 2006? Non. C'est-à-dire, au sein de la coalition, ils se sont convenus que nous donnons la primature au Palou. Et oui, c'est ce qui avait été fait. Mais alors, qu'est-ce que cela signifiait maintenant? Ça signifie qu'au départ, il fallait qu'ils se mettent d'accord que nous sommes une majorité pour accompagner le chef de l'État. Voilà pourquoi, dans son récent discours, il sollicite cette majorité. Le président mais comment est-ce que ça pouvait être une majorité pour accompagner le chef de l'État alors que le chef de l'État n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale? Bien sûr, je vous ai donné l'exemple en 2006. Le parti de Joseph Kabila n'était pas majoritaire à l'Assemblée. Non, ils ont coalisé pour faire la majorité. En 2011, ils ont coalisé pour faire la majorité. En 2018, ils ont coalisé pour ne pas faire la majorité présidentielle, pour faire la majorité au Parlement. C'est comme ça que tout est parti de là. Parce que ceux qui étaient au sein de la coalition, les députés du CACH, ils ne voulaient pas qu'on dise du mal du président de la République, parce qu'il venait du CACH. Alors que s'ils étaient ensemble, ça ne pouvait même pas sortir. Ils devaient régler dans leur cadre tout ce qu'il pouvait y avoir comme différent. Ça, c'était la première erreur. Mais qu'à cela ne tienne, arrivons à ce conseil les contraintes du Premier ministre. La Constitution reconnaît que, à l'empêchement de celui-ci, c'est le préséant qui doit contresigner. Or, celui qui prend l'acte de l'ordonnance, c'est le chef de l'État, qui juge de la nécessité et de l'urgence. Ceux qui disent que parce que le Premier ministre est allé à Lubumbashi, ils le disent à tort. Moi, je dis qu'il pouvait même être sur place ici à Kinshasa, mais vu la nécessité et l'urgence, quelqu'un d'autre signe à sa place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Premier ministre est ici à Kinshasa, le chef de l'État a besoin de lui parce qu'il y a une urgence. C'est le chef qui voit l'urgence. Il peut être là, je donne l'exemple, je suis chef de l'État, je sens que non, je dois nommer un général pour une action très urgente à mener au niveau de l'Est. Parce que les gens meurent là-bas. Celui qui est là-bas gère ici. Parce que l'homme le mieux informé, c'est le président de la République. Les informations que j'ai reçues de celui qui est là-bas, en tout cas, je dois vite le relever de ses fonctions.
Il appelle le Premier ministre, ça sonne, il ne décroche pas. Ça peut arriver. Il dort, il est dans la salle de bain. Ça peut arriver qu'il ne prenne pas son téléphone. Mais vu l'urgence, le président de la République, il prend le téléphone, il appelle le préséant. Il dit, il y a une urgence. Est-ce que vous pouvez vite venir ici chez moi? Donc, à dire que parce que le Premier ministre était parti à Lubumbashi, c'est à tort. Oui, ça a paru comme une sorte de duperie. Non, la preuve, c'est que Tchibala était ici, Kiché Okitoud a contresigné les ordonnances. C'est-à-dire, c'est le président, ça n'a pas posé problème. C'est le président qui juge la nécessité et l'urgence. C'est ça l'ordonnance. Vu la nécessité et l'urgence, j'ordonne. Voilà les termes de l'acte. Donc, vu la nécessité et l'urgence, le Premier ministre étant à Lubumbashi, ce n'est pas au président d'appeler le Premier ministre pour dire non, voilà, je veux. C'est vrai, c'est son collaborateur, mais il reste le chef de l'exécutif. Il est le chef. Vous avez vu tous ces jours-ci, bon, le Premier ministre est là, pourquoi il ne convoque pas le Conseil des ministres? Ça, c'est les prérogatives du chef de l'État. Est-ce que l'ordonnance, c'est l'acte du chef de l'État, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité qu'en dehors du Premier ministre, le préséant puisse contresigner l'ordonnance? Oui. Mais c'est ce qui avait été fait. Alors, parce que, au départ, il n'était pas d'accord, comme vous l'avez dit l'autre fois, par rapport à la méfiance. Ça veut dire qu'il y avait déjà la poudre, ils ont seulement mis le feu. Donc, moi, j'appelais ça la goutte qui a débordé les vases. Mais c'était la compétence du chef de l'État de prendre les ordonnances pour nommer les hauts magistrats, pour nommer les autorités militaires. Oui, et mais maintenant, au niveau de l'équité dans la répartition, les autres partenaires dans la gestion, attendez, avaient aussi leurs représentants qui, comme officiers supérieurs dans la police ou dans l'armée. En tout cas, vous allez m'excuser. Je m'en manque. Est-ce que les militaires sont devenus politiques? Le militaire, le magistrat, la police, ils sont apolitiques. Oui, ils ne peuvent pas avoir... C'est dans le meilleur des mondes, pas ici, on le sait tous. Ah, mais nous vivons dans ce même monde. C'est-à-dire, notre constitution ne les place pas au même titre que... Ils ne peuvent même pas parler de la politique. Donc, l'armée, la police, la magistrature, ils sont tous apolitiques. Leur chef, le commandant suprême, c'est le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre. Ce n'est même pas le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale qui est le commandant suprême. Les magistrats suprêmes, c'est leur patron, c'est leur chef, c'est lui qui le relève de leurs fonctions et qui les nomme. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez de la justice apolitique, je voudrais revenir sur ces hauts magistrats. On sait quel tollé cela a suscité. Parce que pour certains, du FCC spécialement, le président de la République a voulu se faire justice en s'octroyant deux hauts magistrats à la Cour constitutionnelle, alors qu'il n'y avait pas de quoi, il n'avait pas non plus le droit. Même si, il est vrai, ces magistrats sont venus sur une proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Mais bon, ils étaient tellement convaincus que c'était juste un montage pour permettre au président de la République d'obtenir gain de cause. Même alors, la Cour constitutionnelle est composée de 9 juges. 6 contre 3. Où se trouve la majorité? C'est un faux problème. Kabila avait laissé 9 juges. On a relevé 3. Bon, pas on a relevé 3 parce que Luamba avait démissionné. Ouais. Il fallait le remplacer, n'est-ce pas? Et dans la même foulée, le Conseil supérieur de magistrature a trouvé bon de placer ses juges parce que c'est sous ses juges à lui. De la même manière que l'Assemblée nationale pouvait aussi changer s'il pouvait bien le faire, ses juges. Mais là, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a proposé au chef de l'État la nomination de nouveaux juges. Et le président a pris acte parce que l'ordonnance dit sur proposition du Conseil supérieur. Vous l'avez dit, pourquoi cette méfiance? Pourquoi les gens ne peuvent pas se faire confiance?
Vous vous rappelez, il y avait une audio qui a circulé où Mende disait qu'on veut lui retirer le juge de Kabila à la Cour constitutionnelle. Mais c'est une aberration. Kabila n'a pas de juge, c'est les juges de la République, bien que celui qui les nomme. Les juges ne rendent pas compte au président qui les nomme. Oui, mais est-ce qu'au-delà, est-ce qu'on ne se pose pas la vraie question, peut-être que vous éludez ou que nous ne voulons pas regarder en face, de la politisation de la magistrature, de la police et de l'armée? Bon, ça c'est ce que les gens se disent dans leur tête. Mais les lois de la République sont sacrées. Qui doit nommer les magistrats? C'est le chef de l'État. Qui doit les évaluer? C'est le chef de l'État. Les rapports lui arrivent. C'est vrai, ils ont en leur sein les conseils supérieurs qui jugent des actes posés par les uns et les autres. Oui. Alors, il fait le rapport au chef de l'État pour voir non, tel magistrat n'ont pas bien fait leur travail, nous voulons le remplacer ou le déplacer de certaines juridictions ou leur donner des promotions. C'est le conseil supérieur de la magistrature qui propose au chef de l'État et qui prend acte. Vous voyez, ça c'est la loi. Et tout le monde est soumis devant cette loi-là. Alors, on ne peut pas dire non, on a politisé l'armée. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, qui est le chef d'état-major général? C'est l'homme que Kabila a laissé. Vous comprenez? Est-ce que c'est Félix qui a nommé ce chef d'état-major? Il l'a trouvé là-bas, il a juste confirmé. C'est lui qui est le commandant de la police, au commissariat national de la police, général de la police. Mais c'est l'homme que Kabila a laissé. Jusqu'aujourd'hui, le commissariat provincial, c'est l'homme que Kabila a laissé. Mais où est-ce qu'on a politisé? Je me demande où est-ce qu'on a politisé. Alors tout ça, c'est parce que nos politiciens pensent que le peuple est dupe. Nous ne sommes plus aux années 60 où le peuple n'était pas instruit. Aujourd'hui, les peuples, nous sommes de la société civile. Nous suivons chaque jour l'évolution de la situation politique de notre pays. Chaque jour, nous observons les comportements des uns et des autres. Nous attendons le moment venu pour sanctionner les uns les autres. Remarquez, en 2006, il y a eu une législature. Combien de députés de 2006 sont revenus en 2011? Je crois une vingtaine. Et combien sont revenus en 2018? Et à peu en près la même proportion. Aujourd'hui, nous regardons les comportements qu'ils affichent, mais nous les attendons. 2023, c'est dans peu de temps. Ils vont revenir vers nous. Mais avec quel discours? Avec quel discours? Non. Et nous ne voulons pas perdre le temps. Le pays doit avancer. Les chefs de l'État pouvaient faire venir l'intérimaire en cas d'indisponibilité du titulaire. Parce que même quand on dit non, voilà, le Premier ministre avait laissé l'intérim pour certaines questions, mais c'est ce qui est anticonstitutionnel, parce que l'intérim est réglé par la Constitution. L'intérim là est constitutionnel. Ce n'est pas au Premier ministre de laisser l'intérim. Cet acte-là d'abord de laisser l'intérim est anticonstitutionnel. Parce que c'est lui qui fait venir les contreseins, c'est le président qui en a besoin pour faire passer son ordonnance. Oui, alors... Et surtout que l'action au sein du gouvernement, ce n'est pas une action individuelle du Premier ministre. Sans vouloir enjamber l'actualité, elle était quand même suffisamment abondante. Il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Malonda, ouais, qui est venue juste après. Et je sais très bien qu'à ce moment-là, les CAP avaient pris position. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous relisez tout ce qui s'est passé autour de l'élection de Ronsard Malonda et de l'entérinement de sa candidature au niveau de l'Assemblée nationale? En tout cas, merci beaucoup, M. John, pour votre question. C'est une question très sensible. Cette question-là a suscité... les gens en sont morts. Vous voyez? Et avec beaucoup de regrets, nous avons constaté que cette question-là a vraiment suscité un grand tollé au sein de l'opinion.
Ouais, Même et il a cristallisé beaucoup de passion. Oui, Au fond, on n'a pas pu rentrer dans le fond de l'affaire. Même si la procédure était respectée, mais Malonda avait le choix soit de rester ou de rendre les tabliers. Imaginez-vous, il devait gérer la CENI pour le compte du peuple. Mais il n'est pas encore entré en fonction, déjà il est désavoué. Mais revenons à la question. En son temps, c'est vrai, on avait compris que l'Église catholique a induit quelque part la nation tout entière en erreur. Quand vous suivez l'évolution du choix du candidat qu'on devait présenter à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de problème. Malonda était là. Ils ont vu le dossier de Malonda être introduit au même titre que d'autres dossiers. Ce qui s'est passé tout autour, je ne veux pas y revenir. Comme nous parlons de Malonda, évoluons avec le cas Malonda. Ils savaient que Malonda avait déposé sa candidature alors que ces messieurs, parce qu'ils ont éliminé d'autres candidats. Pourquoi à cet temps-là ne pas éliminer Malonda? Parce que celui qui pilotait au secrétariat technique, c'était l'abbé Chollet. Je crois qu'il donnait, il faisait, il rendait compte à sa hiérarchie parce que le président, c'était le cardinal. Oui. Bon, il a vu le dossier de Malonda. Il a fait passer le dossier de Malonda. Mais c'est quand les autres portent leur choix sur Malonda que ça devient un problème. Non, il fallait l'écarter. C'est comme on parle de l'élection présidentielle, Jean-Pierre Bemba est écarté, Moïse Katumbi sont écartés avant même que l'élection ne commence. Bon, ça passe. Mais imaginez-vous, vous arrivez lors du vote, on dit non, 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 ce n'est plus Jean-Pierre Bemba. Mais pourquoi vous l'avez aligné alors? Donc, c'est eux qui devaient faire les toilettages de tous les dossiers. Ils avaient la possibilité de garder les uns et de faire tomber les autres. Vous, comme vous le savez, il y en a d'autres qui étaient tombés. Ils étaient, je ne sais pas, de 24, tout et tout. Alors, Malonda a résisté. Mais quand il passe, on commence par là, il y avait des corruptions. C'est comme aujourd'hui, non, voilà, les députés sont corrompus. Mais personne n'en apporte les preuves. Il fallait qu'on apporte les preuves pour démontrer réellement qu'il y avait eu des corruptions. Est-ce qu'aujourd'hui, les églises, vous allez peut-être aussi mettre cette question dans les restes de votre réponse. Oui. Les églises ou l'Église ne doit-elle pas avoir un rôle à jouer dans la sphère politique, alors même que dans la dernière émission, nous avons posé l'interrogation en ce qui concerne l'éthique dans la pratique politique. Bon, vous savez, nous sommes dans un État laïque. Je ne crois pas qu'il y ait un Congolais qui dise qu'il ne prie pas. Après, tous les Congolais prient. L'Église, c'est vrai, elle a un rôle moral à jouer dans la scène politique. Mais le président de la CENI ne devait pas venir de parti politique. Donc, le regret que nous, au niveau de CARP, on avait manifesté, c'était que le politicien ne devait pas s'inviter au débat. Il devait laisser la question être réglée au sein de la société civile. Mais si vous remarquez bien, vers la fin, ce n'était plus la société civile, c'était les partis politiques qui ont récupéré la situation. Même l'Église catholique avait perdu le contrôle. Non, tout le monde avait perdu le contrôle. Il a perdu le Donc, contrôle. moi, je me dis, c'est comme si les politiciens, ils sautent sur n'importe quelle occasion pour embrouiller la situation. Surtout qu'ils trouvent leurs intérêts soit être menacés ou être protégés. Vous voyez? Mais au niveau de l'Assemblée nationale, elle n'avait pas un autre rôle à jouer que d'entériner le PV qui était déposé par les confessions religieuses. On va rester à l'Assemblée nationale, cette fois-ci pour parler un peu plus proche, vers la fin, donc le troisième trimestre de 2020. L'Assemblée nationale avait abrité une prestation de serment des hauts magistrats qui était très controversée. Controversée parce que après
la bataille de nomination en rapport avec la nomination notamment de ces hauts magistrats, parce qu'il y avait aussi d'autres nominations, eh bien, cette bataille qui n'avait pas été gagnée par le FCC, elle s'est prolongée donc jusqu'au niveau de la prestation de serment qui a été, j'utilise les termes les autres, sabotée. Ils n'ont pas voulu venir à la prestation des serments et ça n'a pas non plus arrangé les choses. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Si tout dépend de moi en tant qu'individu, tous ceux qui ne se sont pas comportés comme les hommes d'État devraient être sanctionnés. Quand vous assumez les fonctions de l'État, vous cessez d'être partisan. On vous nomme ministre, vous êtes secrétaire général ou président de votre parti, vous choisissez. Vous démissionnez du parti ou vous allez exercer en tant que ministre. La plupart, on voit, il était secrétaire général, on l'a vu avec l'Évariste Bouchab, on l'a vu avec le Chadari au sein du PPRD, Henri Mova, chaque fois qu'ils sont nommés, ils laissent les partis. Le chef de l'État, même, quand il a pris ses fonctions, il a laissé son parti entre les mains de l'intérimaire. Et il ne gère plus le parti au quotidien. Il y a eu trop de tensions au sein de l'UDPS. Les gens voulaient même voir le président descendre là-bas et régler les problèmes. Il n'est jamais descendu parce qu'il est le président de tous les partis politiques. C'est-à-dire, même s'il y avait des conflits au sein du PPRD ou de l'AFDC, il pouvait aller le voir pour décanter leur situation parce qu'il est le père de la nation. En fait, ceux qui étaient déjà au sein des institutions comme parlementaires, comme sénateurs, comme ministres, n'ayant pas accepté de répondre à cette invitation-là concernant la prestation de serment de hauts magistrats ou de hauts juges de notre pays, en tout cas, si tout dépendait de moi, il fallait qu'ils soient sanctionnés. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que le peuple doit les sanctionner lors des élections de 2023. Ils ne se sont pas comportés en homme d'État. Coup de chapeau pour ceux-là qui ont accepté, au-delà de tout ce qu'ils peuvent avoir. Mais en vous entendant parler, on croirait que le peuple n'est que derrière tout ce qui concourt au bien-être politique du chef de l'État et pas d'autre côté. Hein. Mais qui y ont fait alors confiance? Que ceux-là, ils ont été aussi élus. Mais qui ont fait confiance au chef de l'État pour revenir vers eux avec un rapport de la gestion? C'est le peuple. Le chef va rendre compte. C'est lui le comptable. Il va dire au peuple qu'est-ce que... Voilà dans son discours qui a annoncé les consultations. Oui, oui, parlons-en déjà parce que après cette prestation de serment, on a eu l'impression que le chef de l'État, il s'est fâché. Il a piqué une colère. Et donc, ça peut arriver. Il a annoncé qu'il va casser la baraque. Donc, en tant qu'humain, il en avait déjà assez. Il en avait assez. Je regrette quand j'entends les uns les autres dire non, la crise qu'il y a au pays, il faut que le chef de l'État puisse rencontrer les sénateurs à vie. Attention, monsieur, il y a un chef de l'État et un sénateur à vie. On ne doit pas dicter au chef de l'État la voie à suivre. S'il trouve l'opportunité de parler au sénateur à vie comme ancien chef de l'État, il peut l'appeler à tout moment. Ce n'est pas qu'il y a... Donc, on sous-entend que la crise qu'il y a là est créée par les sénateurs à vie pour qu'ils se retrouvent. C'est-à-dire, on acquise les sénateurs à vie indirectement. Non, c'est lui qui est à la base de la crise, alors il faut qu'il se voit pour régler la crise. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas faux. Bon, quel intérêt, quel intérêt le président honoraire a à créer une crise avec celui qui est... Je dis ce n'est pas faux avec un point d'interrogation. Non, mais je ne vois pas l'intérêt qu'il a pour entretenir une crise. En tout cas, je ne vois pas cet intérêt. Je ne vois pas ça. Ceux-là qui demandent que le chef de l'État rencontre son prédécesseur, ils le disent à tort. Ils n'ont pas raison de le dire. Et si cela m'est permis, je leur interdis de le dire. C'est le président qui juge de l'opinion. Il a rencontré les sénateurs à vie à plusieurs reprises. Nous l'avons tous vu. Quand il a senti qu'il y avait le besoin de les rencontrer, il l'a rencontré. Et le président honoraire, moi j'ai toujours dit, il n'est plus partisan de ce regroupement politique
de son parti politique parce qu'il ne veut plus revenir au pouvoir. Il ne va plus jamais revenir. Il a fait ses 2 mandats. Donc maintenant, il devient comme un patrimoine national. Il n'est plus du PPRD ou du FCC. Il est de tout le monde. C'est le sénateur à vie, le président honoré de la République. Quand on accède à des hautes fonctions, on devient homme d'État, on n'est plus homme du parti. Moi, si je peux lui prodiguer un conseil, c'est que le problème de la politique ne l'intéresse plus. En tant que sage, oui, il peut donner les conseils en tant que sage parce qu'il est sénateur à vie. C'est un organe qui regorge à son sein le sage de la République. Donc, on peut le contacter par n'importe quel citoyen pour avoir de lui des conseils selon sa sagesse. Mais à dire que non, voilà, ils doivent dialoguer. Pour se parler de quoi? Parce que le pays n'est pas géré par 2 présidents. Alors, le seul président qui gère le pays, il a mal digéré cette sorte d'affront du fait que lors de la prestation de serment, ses partenaires politiques lui ont brûlé la politesse en ne venant pas et il a lancé les consultations et tout le monde a compris la suite. Voilà. En fait, le président, c'est le père de la nation. En tout cas, il mérite la considération et le respect de tout le monde. C'est le père de la nation. Il s'est vraiment senti offensé. En principe, il pouvait directement passer à l'acte. Il en avait le pouvoir pour dire non, à cause de cela, je mets fin à la coalition. Il s'est dit non, non. En bon démocrate, je veux aussi entendre les avis des uns et des autres, parce que je ne suis pas là par ma propre volonté. C'est vrai, je voulais diriger la République, mais il y a des gens qui m'ont fait confiance, que j'écoute aussi leurs avis par rapport à ce qui m'est arrivé. On ne peut pas pousser le chef de l'État jusqu'à ce point-là. Ça, c'est une erreur, je vous l'ai dit, que le FCC regrettera pour toujours. Cette erreur-là. C'est pourquoi je dis, ceux qui ont boycotté la prestation de serment des hauts magistrats, en tout cas, il faut voir dans quelle mesure le peuple devra les sanctionner. Ils ne méritent pas de représenter le peuple. Au niveau du gouvernement, ils ne se sont pas comportés comme des hommes d'État, ils se sont comportés comme des partisans. C'est pour ça que dans leur cabinet, c'est plein des hommes incompétents de leur parti politique. Alors qu'il y a ceux qui ont même de l'expertise, mais qui souffrent au chômage. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de ce parti-là, de leur obédience politique. Ça, c'est pas comme ça qu'on doit gérer un État. L'État se gère par rapport aux compétences. Or, c'est comme si c'est devenu un système. Vous savez, quand le mensonge est répété, il risque d'être considéré comme une vérité. Vous voyez beaucoup de gens courir vers la politique. Nous voulons être dans tel ou tel autre parti politique. Quand ils seront aux affaires, ils vont penser à nous, amener vos dossiers, on va vous recommander. Non, le travail, il faut concourir au travail. Il faut concourir. Même si vous êtes... Bon, j'ouvre une parenthèse pour dire que tout ça, parce que nos partis aussi ne sont pas subventionnés. Oui, si on subventionne les partis politiques, ils ne devaient pas se comporter comme les commandeurs du pouvoir. Parce que les partis politiques, c'est pour organiser aussi la société. Ils ont une certaine responsabilité, pas seulement de concourir au pouvoir, parce que chez nous, les gens racontent très souvent, non voilà, on crée un parti pour accéder au pouvoir. Qui vous dit que tous les partis vont accéder au pouvoir? Mais c'est une façon ils aident aussi l'État à leur niveau, ils organisent la société à leur niveau. Et par rapport à cela, même les églises aident quelque part l'État. Moi je me dis, en tout cas dans un État normal, on peut subventionner les églises, on peut subventionner aussi les partis politiques. Oui, venons-en aux consultations. C'est une parenthèse. Pour terminer, oui. Oui, c'est une parenthèse que je ferme pour dire que le président n'avait pas de choix que d'écouter les uns et les autres. Et il a dit dans son récent discours que la plupart des gens qu'il a contactés étaient pour la dissolution de cette coalition. Est-ce que le président ne savait pas ce qu'il a écouté là? Est-ce que finalement ces consultations n'ont-elles pas été qu'un prétexte pour faire un règlement des comptes politiques? Bon, nous, on n'est pas dans le secret de Dieu pour savoir qu'il savait ce qu'il devait faire. Parce qu'il savait pourquoi il a consulté les autres. Il les a consultés pour entendre aussi les avis des uns et des autres. Peut-être qu'il avait une position. En tant qu'humain, c'est naturel d'avoir une position devant un événement. Mais cette fois-là, il s'est dit, en bon démocrate, je ne peux pas me comporter comme un dictateur
je me lève le matin, je prends des décisions. Ça ne se fait pas comme ça. Vous voyez, c'est comme la question concernant l'informateur, tout et tout. Mais aujourd'hui, on rentre à la case du départ, alors que le président a besoin d'un accompagnement de son peuple pour la réussite de son quinquennat. À propos de l'accompagnement, on a vu que tout le monde, ou presque, à part une bonne partie du FCC, bien sûr, est venu aux consultations. Même ceux qui boudaient un peu leur plaisir hier, là je parle du MLC, qui avait des rapports assez compliqués avec l'UDPS ou le président Tshisekedi. Tout le monde est venu, tout le monde sauf le FCC. On le regrette parce que le chef de l'État a fait appel à toutes les forces vives de la République. Le FCC structurellement, parce qu'on a vu ici et là des cadres du FCC, plus Mwabilou, Moïka Sanji, et j'en passe d'autres. Non, mais j'ai suivi une émission contradictoire, Jean-Pierre, Lambert Mende, Peter Kazadi, Devos Kitoko. Mende n'a pas nié le fait que le FCC avait reçu une invitation. Oui, à la dernière minute, le FCC me dit qu'il devait aller se faire recevoir. Malheureusement, ils ont décliné à la fin. Donc, tout le monde était invité. Et la politique de la chaise vide ne paye pas, mon frère. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nos ennemis profitent de ces petites guerres-là pour nous exploiter. Alors, les Congolais, nous devons prendre conscience. Nous devons comprendre que ce pays doit aller de l'avant. Regardez, en 60, le Sud-Africain venait se soigner ici, mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On était au même niveau avec le Canada. Combien de Canadiens sont venus ici comme des réfugiés? Mais combien de Congolais sont au Canada comme des réfugiés? Quand est-ce que le peuple prendra conscience? La Chine, je vous informe, elle s'est développée en 40 ans. Mao a pris conscience, il a dit non, écoutez, on ne doit pas continuer à souffrir. Nous devons travailler pour notre nation. Mais la Chine aujourd'hui, c'est une 4e ou 3e puissance économique mondiale. Parce qu'ils ont pris conscience. Pourquoi pas la RDC? Nous devons quitter cette zone-là de l'immaturité, de la médiocrité, de la complaisance, du fanatisme aveugle. Non, on doit regarder de l'avant, avancer avec la République. Dieu merci, les intentions, parce que tu parles des intentions que le président est en train de nous faire voir aujourd'hui, sont des bonnes. Oui, justement, je vais vous laisser terminer cette émission par une sorte de perspective. On le sait, après, il y a eu le chef de l'État a clôturé par l'annonce d'un informateur. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, nous nous retrouvons au lendemain de l'installation d'un bureau des sages et peut-être aussi la veille du changement du bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Les choses pourront aller peut-être rapidement. J'allais dire, on pouvait prévoir aussi tout cela. Alors, comment prévoyez-vous l'avenir 2021 politiquement et du point de vue de la nation pour ces pays? Parce que d'aucuns ont affirmé que ce qui venait de se passer en 2021 ici, 2020. En 2020, a installé les cadres d'une crise politique pérenne. Non, ne disons pas qu'il y a une crise politique. Oui, allez-y. On ne parle pas d'une crise politique. C'est-à-dire, ceux qui se retrouvent en perte de vitesse, ils veulent faire croire qu'il y a une crise politique. Il n'y a pas de crise politique. Soit on aime le Congo, soit on n'aime pas le Congo. Le président a pris l'option de mettre en place un nouvel ordre politique en RDC, où on doit mettre fin à l'impunité, à la prédation, au détournement, à la corruption. On doit mettre en place un état de droit. Et c'est là la perspective. Le Congo doit aller de l'avant avec un état de droit. Je me rappelle une fois, après la mort de Ben Laden, on pose la question au président Barack Obama. Il dit, c'est un message pour que chaque peuple partout où il se retrouve
qu'il se mette en tête que s'il a des problèmes avec un citoyen américain, c'est tout le gouvernement des États-Unis qui sera sur son dos. Vous comprenez? C'est-à-dire, les Américains, ils sont très nombreux, mais leur État veille sur chacun d'eux. Et c'est ce que nous voulons faire, et le président veut faire de ces pays. C'est-à-dire, la préoccupation majeure, c'est l'homme congolais et la République démocratique du Congo d'abord. Et ceux-là qui ne veulent pas entrer dans cette façon-là de voir les choses, c'est leur problème. Parce que le mandat, c'est le quinquennat du chef de l'État, celui qui doit rendre compte au peuple que nous sommes. Et il doit aussi solliciter notre confiance pour 2023, le deuxième mandat. S'il ne nous rend pas bien le compte, c'est fini. Il va passer comme Trump est passé. Alors nous nous disons ceci. La crise politique qui avait semblé, moi je dis qui avait semblé, donc c'était un semblant de crise, il n'y avait pas de crise. Il n'y avait que des gens qui voulaient continuer avec l'ordre ancien, qui ne voulaient pas entrer dans l'ordre nouveau. Il n'y a que, permettez-moi le terme, les imbéciles qui ne changent pas. Qui ne sait pas que dans ce pays, durant les 18 ans passés, nous avons régressé de plusieurs années. Il n'y a qu'un petit nombre de Congolais qui se retrouvent, et les autres. Les pays n'avancent pas, les Congolais souffrent. Ils n'ont pas la facilité d'accéder aux soins de santé appropriés. L'éducation pose mes problèmes. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la gratuité est en train de patauger. Et tout ça pourquoi? Non, nous voulons que les choses changent et d'une façon radicale. Ce qui nous dirige, le chef de l'État dit « Je suis votre serviteur ». Il est l'esclave du peuple, il est au service de son peuple. Et ces discours-là trouvent une oreille attentive que nous sommes. Nous comprenons que cet homme, il est sur une bonne voie, il faut l'accompagner. Ceux-là qui cherchent à mettre les bateaux dans ces roues, ils vont nous croiser sur leur chemin. Nous allons toujours marteler pour dire que, messieurs, revenez au bon sens. Si vous ne revenez pas au bon sens, vous avez assez fait du mal à ce pays. Moi qui vous parle, je suis victime. Moi qui vous parle ici, je suis victime. Un autre jour, peut-être si vous me donnez l'occasion, je vais vous dire... Dites-moi, parce qu'on va terminer l'émission, faites-vous justice un peu. Mais moi, j'ai perdu 61 conteneurs de bois ici, sur base d'une lettre signée par Tambwe Mwamba. Il était ministre de Justice. Alors que les voleurs qui sont allés en justice, les voleurs et les receleurs, ils ont obtenu un jugement que j'ai attaqué en tierce opposition. Mais j'ai les lettres que Tambwe a écrites au procureur général à l'époque. Il était à ce moment-là ministre de la Justice. Oui, pour dire que non, donner les conteneurs à seul. Je lui ai écrit pour dire non, mais ce jugement-là est déjà suspendu. Non, mais il a insisté, les conteneurs sont partis. Combien d'argent j'ai perdu? Et moi, j'étais un contribuable. J'avais plus de 140 travailleurs. Mais ceux qui sont partis avec les conteneurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il n'y avait pas qu'État. Ils avaient pour avocat Moïse Nyarugabo, qui fait du bruit ici. Comment lui pouvait être avocat d'un étranger qui vole un Congolais? Comment est-ce qu'il peut nous dire, lui, aujourd'hui, qu'il défend les intérêts des Congolais? Nous allons... Si je rentre dans cette histoire-là, ça me fait beaucoup de peine. Nous y reviendrons peut-être un autre jour où on vous proposera un plateau habilité, peut-être pour traiter des questions judiciaires. On n'a pas la compétence, mais au moins nous retenons que pour 2021, vous avez vous jetez un regard qui est plutôt optimiste. Bien sûr. Parce que, selon vous, il s'agit tout simplement de la fin d'un ordre ancien. Voilà. Pour les débuts d'un ordre nouveau. Voilà. Merci beaucoup, Jules Bakatushipa. Vous êtes coordonnateur national du CAP, les collectifs des associations et regroupements pour la paix. Nous vous avons reçu en 2 émissions. 2 épisodes d'une émission rétrospective. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez de partout. Bonne année et joyeux Noël sur Yuan TV. Au revoir, à bientôt.